Je vous rappelle qu'ici, nous ne portons aucun jugement, que la parole est libre et respectueuse de l'autre. Nous vous donnons à penser, à réfléchir, mais nous n'affirmons aucun dogme. La soirée se déroulera en 5 temps, le premier avec mon introduction, le deuxième avec l'intervention d'Anne-Cécile Robert, que je remercie sincèrement d'avoir accepté l'invitation que lui a lancée Catherine Dumonteil pour la deuxième fois en 3 ans. Voilà. Le troisième temps sera un témoignage d'Hélène Buatier, qui est une militante dans l'organisation Attaque, et le quatrième temps vous permettra de poser des questions, toutes les questions que vous souhaitez, et le cinquième sera sur le palier de cette salle de conférence, avec le verre à la main, puisqu'on est en Mâconnais. Pour la parole qui vous est donnée, une règle simple, il vous suffit de lever la main pour que l'on vous distribue un micro sans fil, et d'attendre le micro à chef pour pouvoir vous exprimer. Sachez ici que tout le monde a le droit d'expression. Vous pourrez retrouver cette conférence en ligne sur notre site, onglet Forum des Savoirs, onglet Université Populaire en vidéo, dans les jours qui viennent. Laissez-nous un peu de temps pour la mettre en ligne. Conférence qui est filmée ce soir par Philippe Chapuis, un adhérent bénévole de la MJC. Son papa, Michel, qui est habitué à la caméra, et lui en voyage assez loin. Voilà, il est en train de nous concocter des images, je suppose, qui seront tout à fait intéressantes. Ce soir, pas de stand de livres de notre partenaire Le Cadran Lunaire. Jean-Marc Prunier ne pouvait pas être disponible, mais une bibliographie qui a dû vous être distribuée à l'entrée, fournie par la médiathèque de Mâcon. Nous accueillons donc ce soir Anne-Cécile Robert. Vous êtes journaliste au Monde diplomatique, spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique, membre du comité de rédaction et directrice des relations et des éditions internationales. Ce mensuel, nos adhérents peuvent le découvrir dans notre salle réservée à nos adhérents, puisque la MJC est abonnée au Monde diplomatique, mais vous pouvez également vous abonner à ce média. Vous êtes également, Anne-Cécile Robert, docteur en droit européen et professeur associé à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 et chargé de cours à l'IRIS. Les citoyens à la reconquête du pouvoir. L'onction du scrutin présidentiel confère au chef de l'État l'autorité pour agir, mais avec quelle légitimité? En 2017, sur 47 582 183 électeurs, 77% se sont déplacés pour voter pour un des 11 candidats. Ou pour voter blanc ou nul, c'est 2%. 75% donc du corps électoral a participé activement au premier tour. Les qualifiés du premier tour ont eu respectivement 24 et 21% des suffrages exprimés. Au second tour, 75% de votants avec 11,47% de votes blancs ou nuls, un taux particulièrement élevé. Au final, le président de la République a donc été élu avec à peine 42% des voix du corps électoral. Quelle légitimité peut-on accorder à cette situation? Notre système électoral est-il encore performant? Les primaires, ouvertes à tous, ont vécu cette année une révolution, avec un parti de droite républicaine disqualifié avant même le premier tour, un PS choisissant un candidat en décalage avec la ligne politique majoritaire du parti, et un président de la République sortant qui, pour la première fois de la Ve République, ne se représentait pas. La légitimité du pouvoir d'État est aujourd'hui fragilisée par les déformations du scrutin présidentiel. Depuis des décennies, on constate une monarchisation de la fonction présidentielle. Sommes-nous au bout de la Ve République? Certains diront la reconquête a eu lieu avec l'arrivée d'une majorité absolue de députés En Marche. Mais d'où viennent-ils? De la société civile? Quelle est la cartographie sociologique de cette majorité? Sont-ils armés pour mettre en œuvre des politiques d'intérêt général? Les observateurs soulignent des citoyens à la fois de plus en plus éloignés du monde politique et d'autres de plus en plus mobilisés avec ces dernières années des mouvements tels que Nuit debout, Attaque, Alternativa, qui permettent aux citoyens de se réapproprier le politique. La démultiplication durant la campagne présidentielle de l'utilisation des réseaux sociaux et des nouveaux outils d'information et de communication démontre un nouvel attrait pour la politique, certaines pages Facebook dépassant les 10 millions de likes. Une web TV sera ouverte prochainement par un courant représenté au premier tour de la campagne présidentielle. Ces outils, accessibles par le plus grand nombre, mais pas par tous, permettent d'éveiller la pensée des gens. Cette reconquête politique peut-elle donner des résultats probants pour les années à venir? 4 mois après la prise de fonction du nouveau président, la rue fait entendre sa voix, peut-être de manière dispersée d'ailleurs. On conspue le nouveau souverain, qui restera le temps de son mandat, 5 ans. N'y aurait-il pas des possibilités démocratiques, comme le référendum révocatoire,
d'initiatives populaires pour sortir de cette situation et ainsi redonner au peuple le pouvoir du pouvoir. Chaque président, entouré de ses énarques, devient hors sol et distille des projets qui n'ont comme seul support des discours comptables simplistes relayés par les médias dont la liberté philosophique reste à prouver. Jean-Michel Toulouse parle dans ses livres « Histoire et critique du système capitaliste représentatif » et dans un autre livre « Démocratie citoyenne vers un nouveau paradigme » de la capacité démocratique des peuples. Il suggère de rompre avec la représentation en s'appuyant sur les expériences athéniennes et plus proches de nous, des expériences de la démocratie ouvrière, des soviets russes en 1905, des conseils de Turin en 1919, des conseils de Berlin et de Budapest en 1953 et 1956. Faut-il aller jusqu'à la duplication de ces exemples? La démocratie a été ces dernières semaines outil d'indépendance de la Catalogne. Notre République, une et indivisible, pourrait-elle être confrontée par la volonté du peuple à ce type de scission? Le peuple est constitutionnellement souverain, alors Anne-Cécile Robert, les citoyens sont-ils à la reconquête du pouvoir? C'est le thème de ce soir, je vous laisse la parole. Invitation et pour ces paroles introductives, et veuillez m'excuser à nouveau pour le retard, c'est toujours désagréable, je vous prie vraiment de m'en excuser. Donc, on a un sujet ce soir qui est un petit peu sur toutes les lèvres. C'est-à-dire, il y a quelques années, ça fait très longtemps que je m'interroge sur la démocratie, peut-être certains d'entre vous aussi, et ce n'est que depuis récemment qu'on sent qu'un nombre croissant de citoyens se rendent compte qu'il y a un problème. Avant, on était plutôt dans le déni, et aujourd'hui, vous avez dans votre propos introductif donné quelques exemples, on a des signes très importants de crise. C'est la première fois, par exemple, que l'Assemblée nationale a été élue par une minorité d'électeurs. Première fois dans l'histoire de France. Et ce qui est assez significatif, c'est que cette situation se passe sans que ça ait de conséquences, en fait. Je veux dire, le fait que l'Assemblée nationale ait été élue par une minorité d'électeurs aurait pu entraîner, je ne sais pas moi, la démission des députés, ou le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, aurait pu dire « non, je ne suis pas légitime, je démissionne ». Non, il continue. Ça, c'est un élément de la crise. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent à la fois reconnaître que le suffrage universel ne les soutienne pas et rester en place. Et on avait eu la même chose, si vous vous souvenez, en 2005, avec le traité constitutionnel européen. Je ne reviens pas sur le débat de fond. Simplement, rappelons-nous, 96% des élus qui votent oui, 55% des électeurs qui votent non, et il ne se passe rien. C'est-à-dire le président de la République reste en poste, il aurait pu faire comme De Gaulle en 69, démissionner, il aurait pu dissoudre l'Assemblée nationale, rien. Tout reste en place. Et c'est même encore plus grave, puisqu'on a ratifié un traité jumeau du traité constitutionnel, le traité de Lisbonne, contre la volonté des Français. Et bon, on va beaucoup dire de mal de la classe dirigeante ce soir, mais on va aussi s'interroger sur notre propre comportement. Parce que comment se fait-il qu'on accepte ça? Je veux dire, il n'y a pas encore longtemps, vous avez des révolutions pour moins que ça. Voilà. Donc je provoque un peu parce que, voilà, sinon on va s'endormir. En même temps, c'est un vrai sujet d'interrogation. Je me souviens, après le 29 mai 2005, il y a donc eu une présidentielle en 2007, et on avait été quelques-uns à essayer de lancer le slogan, parce que moi j'ai voté non, j'ai fait la campagne du non. On avait essayé de lancer le slogan qu'on ne voterait pas pour un candidat qui avait voté oui. Ça n'a pas du tout pris. Et on a même vu des camarades qui avaient voté non se lancer dans des campagnes invraisemblables, y compris pour des gens qui avaient voté oui. Donc on a du mal à déchiffrer dans notre propre comportement d'électeur une certaine cohérence. Et on se piège nous-mêmes. Et donc il me semble qu'un élément important pour essayer de sortir de la crise, parce que vous l'avez rappelé, les solutions ne manquent pas, c'est d'essayer de faire une analyse à peu près claire de ce qui se passe. Parce que sinon, on va se laisser embarquer par des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes,
Ou alors on va se laisser endormir en disant no future, on va faire comme les Krishna, on va se mettre en pyjama, on va annoncer la fin du monde dans les aéroports. Bon, j'en ai vu, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il faut qu'on essaie d'analyser exactement ce qui se passe pour essayer de ne pas se tromper de cible. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en bonne citoyenne, j'ai écouté les derniers discours du président de la République, Emmanuel Macron, si, c'est lui, je vois que certains disent qui a annoncé dans son discours à Athènes qu'il avait bien entendu que les citoyens s'interrogeaient sur la construction européenne, que certains n'étaient pas contents. Thank you, Mr. President. Et il a dit, si vous avez remarqué, que l'année prochaine, on allait être consulté dans des conventions démocratiques. Youpi. Sauf que ces conventions démocratiques, qu'est-ce que c'est? C'est des conventions où on va parler, mais on ne va rien décider. C'est-à-dire qu'on nous présente ça comme une résolution au fossé qui s'est creusé entre les institutions européennes et les citoyens, mais en fait, ça ne résout rien, puisque nous, c'est vrai qu'on a besoin de parler, mais c'est pas tellement de ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de retrouver notre pouvoir de décision. On a besoin qu'on nous écoute. Parce que ça fait longtemps qu'on parle, mais on ne nous écoute pas. Il y a même eu, sous le président Nicolas Sarkozy, des manifestations comme on n'avait jamais vu depuis longtemps. Des millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites. Enfin, personnellement, je dis plutôt contre la destruction des retraites, pour faire plus clair. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et rien. Là non plus. Rien ne se passe. Et ça, c'était assez extraordinaire, cet exemple est symbolique, parce que le président Nicolas Sarkozy avait dit explicitement dans sa campagne qu'il ne toucherait pas aux retraites. On n'est pas dans le cas actuel de M. Emmanuel Macron, qui fait ce qu'il a annoncé. Ce qui ne nous empêche pas éventuellement d'être d'accord ou pas, mais ce n'est pas le même cas de figure. Hein, donc, méfiance. On peut voir positivement. La classe dirigeante commence à entendre qu'il y a un problème, puisqu'ils font des propositions. Convention démocratique, je vous disais, proposée par Emmanuel Macron. Mais vous avez eu sous la précédente législature des commissions de révision de la Constitution, qui étaient présidées par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Claude Barthelone. Il y a à nouveau un comité de révision constitutionnelle, présidé par le nouveau président, M. François de Rugy. Des réformes qui sont commandées par le président de la République lui-même. Dans aucun des cas, il est prévu de nous demander notre avis. J'ai été à une conférence de presse mercredi, une conférence de presse de François de Rugy. Il a confirmé que référendum, on va peut-être avoir une révision constitutionnelle, mais ça sera probablement une ratification, si la révision a lieu, ça sera probablement une ratification parlementaire. Donc d'un côté, les classes dirigeantes prennent conscience, mais elles continuent de verrouiller. Moi j'appelle ça du verrouillage, c'est-à-dire ils prennent des initiatives pour empêcher en fait que ça change vraiment. Donc ça c'est la première chose qu'on doit faire en tant que citoyen, être vigilant face aux fausses solutions qui nous sont proposées. Alors, je mets les pieds dans le plat, il y a les fausses solutions proposées par la classe dirigeante, mais il y a aussi à mon sens de fausses solutions proposées par des gens qui viennent de ce qu'on appelle la société civile. Je mets des guillemets, parce que personne ne sait ce que c'est la société civile. Il n'y a pas de définition officielle, il y a des gens très sympas comme Attac, ou comme cette maison qui nous accueille, mais il y a aussi le lobby de l'agroalimentaire, laboratoire pharmaceutique. Bon, il faudrait qu'on nous définisse ce que c'est que la société civile, parce que ça devient un argument politique. Alors j'anticipe, je voulais le dire un peu plus tard, mais parmi les solutions qui nous sont proposées aujourd'hui, il y a la consultation de la société civile. C'est-à-dire que vous entendez régulièrement les dirigeants dire « bon, c'est vrai qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les dirigeants et les citoyens, donc on va consulter. » La Commission européenne adore ça, c'est même écrit dans les traités européens maintenant, on va consulter la société civile. Et comme je vous disais, cette consultation de la société civile, elle est aussi évidemment favorisée par une partie de la société civile progressiste. Or, ça me semble délicat, voire piégeant, d'une part parce qu'on ne sait pas qui est la société civile, et quand la Commission européenne consulte la société civile, elle consulte littéralement n'importe qui, y compris des sectes, comme la scientologie et tout ça.
Vous savez que le Conseil de l'Europe reconnaît l'Église de Scientologie comme une église. Donc, elle consulte littéralement n'importe qui. Donc, on se retrouve, nous, en tant que citoyens progressistes, au milieu de gens qui peuvent être de vrais canailles, et notre voix a autant de poids que la leur. Et à la fin, c'est la Commission européenne qui fait sa synthèse, qui, comme par hasard, confirme ce qu'elle avait prévu. Par exemple, la Commission européenne a fait une très grande consultation de la société civile sur le traité, le fameux TAFTA, vous savez, le traité de libre-échange. Et bien, la consultation a donné comme conclusion que les gens étaient d'accord avec l'idée de développer le libre-échange transatlantique. Donc, méfiance vis-à-vis des fausses solutions, d'autant plus que la société civile, dans l'esprit de la classe dirigeante, j'espère pas dans une partie des catégories progressistes, est destinée à se substituer au suffrage universel. Hein. Parce que c'est ça qui est en cours. Hein. C'est-à-dire qu'on va substituer à la consultation électorale, le vote, la consultation de la société civile, avec quelques sondages, pour agrémenter le tout. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut cesser de dire que nous traversons une crise de la démocratie. Ce n'est pas une crise, c'est un changement de régime. Ce n'est pas une crise, bon, ça arrive, il y a des sorties de route, on a vécu ça à la fin de la 4e République, 1958, la 4e République n'arrivait plus à fonctionner, hop, tac, il y a eu une crise, et on a eu une nouvelle constitution, celle de la 5e, sur laquelle on reviendra, j'imagine. C'est pas ça qui se passe. Là, on est en train de changer de régime politique. C'est-à-dire qu'on est en train... Le régime politique dans lequel on était depuis quelque temps, c'est un régime qu'on appelait la démocratie, c'est-à-dire, tout bêtement, c'est écrit dans notre constitution, c'est-à-dire que c'est le peuple qui décide. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire que la légitimité du pouvoir repose sur la volonté du peuple. Alors vous voyez bien, par rapport à ce que j'ai dit il y a 3 minutes, qu'on est déjà en train de quitter ça, puisqu'il y a des cas où la volonté du peuple s'est exprimée de manière extrêmement claire, 29 mai 2005, et où cette volonté a été bafouée, par une forme de coup d'État juridique, si vous voulez. Donc, l'idée de base de la démocratie, c'est-à-dire que c'est le peuple qui gouverne, et en particulier en s'exprimant par des élections, cette idée, non seulement n'est plus respectée, mais elle est en train d'être contestée idéologiquement. C'est-à-dire, on aurait pu avoir une situation rampante où la démocratie n'est plus respectée. Et là, on a cette situation rampante, effectivement, la démocratie n'est plus respectée, le suffrage universel n'est plus respecté, mais on a des gens qui théorisent le fait que c'est bien, que c'est le progrès, que la démocratie, ça allait bien du temps des Grecs, mais maintenant, il y a des gens qui écrivent ça, des gens très éminents, hein, Pierre Rosanvallon, Alain Touraine, des gens plutôt de gauche d'ailleurs, il faudra qu'on ait cette discussion un jour entre gens de gauche, qui expliquent que c'est bien. Une démocratie moderne, c'est une démocratie un peu optionnelle, où les gens peuvent rester chez eux, c'est pas très grave, puisque le pouvoir est exercé, ne nous inquiétons pas, par des gens qui savent mieux que nous, des experts. D'où tout le discours qu'on a depuis quelque temps sur l'expertocratie. On n'arrête pas de créer des groupes d'experts, on a plein. Alors bizarrement, là aussi, amusons-nous un peu, les experts convoqués par les gouvernements, en général, confirment les conclusions des gouvernants. Ce qui n'est pas un hasard, puisque l'objectivité de l'expert est un mythe. Quand on nous dit qu'on va faire appel à des experts, sous-entendu, l'expert est objectif, parce qu'il est savant, parce qu'il a une compétence technique. Et c'est pas vrai. D'abord, vous pouvez être compétent dans un secteur et parfaitement idiot dans un autre secteur. C'est ce que dit le philosophe Régis Debray quand il dit que les experts sont techno-ignares. C'est-à-dire qu'il peut être très pointu dans un secteur et complètement inculte dans un autre. Donc s'imaginer que parce que quelqu'un est compétent sur un secteur, il va être capable de définir ce qu'est l'intérêt général, est complètement fou.
Ensuite, vous avez des experts de droite, des experts de gauche. Moi-même, je suis bardée de diplômes, je ne sais même pas combien, mes opinions sont connues. Alors comme je suis quelqu'un d'honnête, et puis que j'enseigne à l'université, je fais un effort méthodologique pour donner les choses les plus précises possibles, les faits. Et j'étais encore en cours hier, je dis à mes étudiants, bon là, je vais vous dire ce que j'en pense moi. Bon, mais vous savez bien que l'honnêteté intellectuelle n'est pas la vertu la plus partagée dans ce monde. Et qu'on a plutôt des gens qui essaient de se conforter pour X raisons et de conforter surtout les intérêts qui les ont mis en place. Donc, on a aujourd'hui une véritable crise idéologique de la démocratie. La démocratie est attaquée dans son principe même, et on voit donc le peuple concurrencé dans son rôle fondamental de souverain par, je vous l'ai dit, les experts, mais il y a plein d'autres choses, hein, les sondages, beaucoup. On l'a vu, la dernière présidentielle, ça a été vraiment une des pires qu'on ait eu du point de vue des sondages, des dizaines de sondages quasiment par jour. Du coup, l'élection présidentielle ressemble à une course de petits chevaux. Machin qui repasse devant truc, qui repasse devant bidule, mais il pense quoi, sur quel sujet, hein, voilà. Donc, puis les journaux qui s'ouvrent, hein, BFM, les Français pensent que... Ah bon, il y a eu une élection? Non, il y a eu un sondage. Avec parfois des moments cultes, hein. L'Humanité, le Figaro, le même jour, sondage sur le même sujet, résultat complètement opposé. Alors là, bon, voilà. Donc, sondage, mais aussi, bien sûr, les marchés. Maintenant, le peuple doit se garder d'affoler les marchés. C'est-à-dire qu'on nous dit, bon, on ferait bien ça, mais enfin, il faut rassurer les marchés. Les marchés ne comprendraient pas. Moi, les marchés, je ne les ai jamais vus se balader dans la rue. Hein, mais apparemment, il faut, c'est des gens un peu fragiles et qu'il faut rassurer en permanence. Mais mine de rien, je plaisante un peu, mais mine de rien, on voit se construire tout un appareillage politique qui nous explique que bon, bah, nous, les citoyens, on est un élément parmi d'autres de légitimation de la décision publique. Et on sent bien que plus le temps passe, moins on est le plus important. Hein, c'est-à-dire que c'est d'autres, parce qu'en plus, vous avez remarqué tout le discours de dénigrement du peuple. Les gens qui comprennent rien, qui votent mal, il faut, avec des phrases cultissimes, il faudrait faire un bêtisier. Je vous suggère ça pour la fin de l'année. Les dirigeants qui disent « Oui, non, mais on a été battus, mais c'est parce qu'on s'est mal expliqué. Non, non, on a mal communiqué. » C'est-à-dire, ils sont battus, c'est pas parce que leur politique était mauvaise, c'est parce qu'ils sont mal expliqués. C'est-à-dire, les électeurs sont des idiots. Alors, on a beau leur expliquer d'élection en élection, ils continuent. Donc, voilà. Donc, il y a des formes de mépris du peuple qui sont permanentes, avec le cultissime, là, il faut que j'arrête de citer des phrases cultes, mais le 21 avril 2002, souvenez-vous, Lionel Jospin, candidat du Parti Socialiste, battu au premier tour, et son épouse, Sylviane Agacinski, philosophe, qui, interviewée dans Le Parisien, nous explique bah, « Si mon mari a été battu, c'est la faute aux électeurs. » Eh oui, Madame Agacinski, en démocratie, ce sont les électeurs qui décident. Cette phrase est absolument extraordinaire. Hein. Donc voilà. Donc on devient un peu gênant. Il faut prendre la mesure de cette bataille, qui est, je n'ai pas peur des mots, du même niveau que la bataille qui a été menée entre la Renaissance et la Révolution française par les philosophes pour imposer la démocratie. C'est-à-dire, il y a une grande bataille philosophique, vous vous souvenez de vos lectures, peut-être que vous continuez de les lire, entre Descartes et les philosophes des Lumières. Tout un travail idéologique a été fait pour dire que l'homme peut maîtriser son destin, qu'avec sa raison il peut réfléchir, qu'il peut mettre à distance les préjugés, et que donc, après les philosophes des Lumières ont pris le relais, traduction, c'est la démocratie, le meilleur système. Et bien ce travail-là, il est en train d'être défait par des intellectuels et une classe dirigeante qui aimerait bien se passer du peuple. Donc c'est une bataille énorme qui se traduit par un mot que vous connaissez bien, que vous entendez souvent, qui est le mot gouvernance. C'est-à-dire qu'on est en train de quitter le régime démocratique pour entrer dans le régime de la gouvernance. D'ailleurs, vous entendez, maintenant, tout le monde fait de la gouvernance. Et ça, c'est pas un mot anodin. Le mot gouvernance, c'est un mot qui est né dans les années 70, 1960-1970 aux États-Unis. Dans la science administrative, c'est lié à la montée en puissance de l'ultralibéralisme, qui donnera dans les années 1980 Ronald Reagan, Margaret Thatcher. C'est donc lié à la critique de l'État,
à la critique de la puissance publique, et c'est destiné à valoriser le marché. Et cette idéologie de la gouvernance, évidemment, elle n'a que peu à faire du peuple, qui intervient de temps en temps, mais les acteurs essentiels, c'est les acteurs privés du type marché. Les experts économiques, c'est eux les gens sérieux. De temps en temps, il y a une validation par le peuple, parce qu'ils n'en sont pas encore à supprimer les élections, encore que ça doit les chatouiller. On a quand même entendu, après le 21 avril 2002, un peu moins là, après cette élection, parce que la classe dirigeante est rassurée par l'élection de M. Macron, on a entendu quand même, après 2002, et on a lu des gens qui disaient qu'il fallait établir en France le suffrage capacitaire. C'est-à-dire faire passer des tests aux électeurs pour savoir s'ils étaient suffisamment malins pour avoir le droit de vote. Alors, le suffrage capacitaire, il a été testé, utilisé, souvenez-vous, aux États-Unis jusqu'en 1964 pour empêcher les Noirs de voter. C'est-à-dire que, comme par hasard, tous les tests qui étaient faits dans les États du sud des États-Unis, jusqu'à la grande loi des droits civiques de 1964, étaient systématiquement perdus par les Noirs, qui faisaient moins d'études, qui n'allaient pas à l'école, etc. Donc le suffrage capacitaire, c'est vraiment, c'est vraiment une arnaque à partir du moment où il y a des gens qui vont écrire les questions et qu'ils auront intérêt à écrire les questions dans un certain sens. Donc nous avons à mener une bataille politique, une bataille philosophique très importante, comme nos ancêtres. On a déjà vécu ça dans l'histoire, c'est pas la première fois, en particulier que le peuple français est confronté à ça. Je dirais même que c'est cyclique dans l'histoire du peuple français. Je dis ça pour pas qu'on soit complètement déprimé en disant c'est foutu. On a régulièrement des phases comme ça, on s'en sort toujours. Hein, on s'en sort, mais avec un sursaut. Alors la difficulté nouvelle, je parle trop peut-être, non? La difficulté nouvelle de la période, c'est qu'il y a le facteur européen maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul. Maintenant, il y a une partie du pouvoir qui est exercée par l'Union européenne et qui est déterminée par des traités. Et qu'on est arrivé aujourd'hui, en 2017, à une espèce d'intégration économico-juridico-technocratique, presque une fédération, on pourrait dire, européenne, mais limitée à l'économie, au technico-juridique. Mais on n'a pas du tout une fédération politique, on n'a pas du tout l'équivalent dans le secteur politique de ce qu'on a dans le domaine économique. Donc c'est complètement déséquilibré. Et alors la question c'est, ce déséquilibre, est-ce qu'on peut le résoudre et comment? Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant tout le monde reconnaît qu'il y a un déséquilibre. Il y a une vingtaine d'années, je me souviens, j'ai voté non au traité de Maastricht, pour des raisons complètement contradictoires, hein, j'étais pas du tout fini intellectuellement, mais je me souviens que quand on pourra en parler, non pas du fait que j'étais pas fini, mais des raisons qu'il y avait éventuellement à voter non à Maastricht, mais je me souviens très bien de Jacques Delors, je crois, disant mais ceux qui votent contre le traité de Maastricht devraient arrêter de faire de la politique. En gros, on nous disait qu'on n'avait rien compris. Alors moi, je commençais ma thèse de droit européen, j'avais le nez dans les traités. Donc ça me faisait bien rire quand on m'explique que j'y connaissais rien. Donc ce genre d'arguments, on les entend moins maintenant. C'est-à-dire tout le monde reconnaît que la construction européenne est déséquilibrée, c'est-à-dire qu'elle est technocratico-économique, et qu'elle n'est pas démocratique. C'est-à-dire aujourd'hui tout le monde reconnaît que ce n'est pas démocratique. C'est pareil, il y a 20 ans on nous disait ouais, vous êtes des anti-européens, donc maintenant tout le monde est d'accord. En revanche, personne n'est d'accord sur la solution. C'est-à-dire sortir de là suscite des propositions complètement diverses. Il y a déjà ceux qui veulent en sortir par une fédéralisation accrue. Alors, dans ce cas-là, il faudrait un fédéralisme démocratique. On pourra en parler après. Hein. Est-ce que c'est possible dans une Europe à 28? Enfin, peut-être même 27 si les Anglais partent, mais est-ce que c'est possible? Et d'autres qui disent, alors honnêtement, hein, par honnêteté intellectuelle, je vous dis, je fais partie de ces autres, qui pensent que la solution est par un retour à la démocratie nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'enferme derrière les frontières nationales et qu'on met des barbelés aux frontières. Hein. On est internationaliste. Hein. Moi, je me reconnais dans la pensée de Jean Jaurès. Et Jean Jaurès nous a éduqués dans l'idée de l'internationalisme, c'est-à-dire qu'on est à la fois français
Jean Jaurès était un très grand républicain, mais on est fraternel avec les autres peuples, et on est des internationalistes, c'est-à-dire qu'on est pour la fraternité des nations. Bon, voilà, mais en tant que citoyen, vous avez à vous positionner, puisque ce débat est fondamental, hein, l'Union européenne détermine énormément de choses, elle va vous positionner sur l'une des branches. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir par une fédéralisation, ou est-ce que vous pensez que c'est par une reconstruction nationale, ou alors, vers le scénario 3, un mix des deux. C'est aussi possible. Hein. Moi, je ne crois pas trop à la fédération d'États-nations, mais on pourra en discuter, si vous voulez, hein, de ce que ça signifie. Donc, alors, je vous ai dit, cette construction européenne, elle est bâtie sur des traités. Et ça, c'est un élément important, parce que les traités, c'est encore nous qui les signons. C'est-à-dire, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent à Bruxelles, mais il y a quand même toujours un moment où ça se passe chez nous. Donc, si on n'arrive pas à résoudre les problèmes qui se passent au niveau de l'Union européenne, on a peut-être plus de chances, loi de proximité aidant, à résoudre les problèmes qu'on a entre Français. Et quel est le problème fondamental des Français aujourd'hui, selon moi, que je viens entre autres discuter avec vous, c'est qu'on a, vous l'avez évoqué dans votre introduction, on a une classe dirigeante qui n'est plus représentative de la réalité du peuple. Premier élément, notre classe dirigeante n'est plus représentative de la réalité du peuple, il représente une minorité de gens, et second problème, ils prennent des décisions contraires à nos intérêts. Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils ne sont pas représentatifs, mais que, par une espèce de miracle, scénario monarchie éclairée, ils prennent quand même de bonnes décisions. Là, c'est le double effet qui se coule, comme on disait dans le temps. Double peine, ils ne sont pas représentatifs et ils prennent des décisions qui sont contraires à nos intérêts. Alors quand je dis contraire à nos intérêts, je dis contraire aux catégories populaires. On pourra en discuter, parce que l'on rentre sur un terrain peut-être un peu plus politicien. Mais au-delà des intérêts des catégories populaires, je pense qu'ils prennent des décisions qui sont contraires aux intérêts nationaux. La vente d'Alstom, je dirais le bradage d'Alstom, est contraire aux intérêts de la nation. Je veux dire, à Berlin, ils sont morts de rire. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur fait autant de cadeaux. Ça fait 20 ans qu'on leur fait des cadeaux. On leur a offert l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Est. Du coup, l'Allemagne est en plein centre, avec plein de pays qui sont complètement à leur botte, parce qu'alors eux, les Allemands, ils colonisent. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'Allemagne, qui vont apporter des éléments. Bon, nous, alors là, on est les premiers de la classe, mais à notre détriment. C'est-à-dire, on joue le jeu, mais plus du tout dans nos intérêts. Donc, on est en train de tout donner. Et toutes les dernières privatisations, les mêmes, j'ai déjeuné à midi avec l'ancien ambassadeur de France à Moscou, ça fait un peu chic, un monsieur très bien, qui expliquait que tous les secteurs sont concernés. Airbus, c'est plus que des Allemands maintenant. Ils ont viré tous les cadres français, et on laisse faire. Donc on a une classe dirigeante qui est en train de détruire le pays, tout simplement. Donc, évidemment, je pense que les deux problèmes sont liés, l'absence de représentativité et le fait que les décisions qui sont prises soient contraires à nos intérêts. C'est pour ça que je pense que la solution, elle est en partie dans nos institutions et dans notre vie politique qui permettent ce coup d'État permanent, disait l'ancien président François Mitterrand, qui n'est pas ma référence préférée, mais l'expression est jolie. Hein, il avait écrit, François Mitterrand avait écrit un livre dans les années 60, je crois, hein, ça s'appelait 1964, le coup d'État permanent, dans lequel il expliquait que les institutions de la Ve République allaient autoriser le président de la République et ses amis à gouverner quasiment sans crainte, ni du suffrage universel, encore que De Gaulle le respectait, mais en tout cas pas du Parlement. Et depuis François Mitterrand, et je pense qu'il y est pour beaucoup, la situation s'est aggravée. Hein, c'est-à-dire que nos institutions sont déséquilibrées à la base. Hein, vous le savez sans doute, on pourra revenir dans le détail si ça vous intéresse, mais je pense que vous savez ça. Le pouvoir exécutif est hyper puissant, et il a tous les moyens possibles pour mettre l'Assemblée à sa botte. Le 49.3 n'est qu'une virgule là-dedans, hein, il y a des trucs... Les ordonnances, bon, il y a des trucs cultissimes, hein, quand le Parlement, par hasard, ne vote pas comme le gouvernement veut, le gouvernement peut demander ce qu'ils appellent une deuxième délibération. Vous n'avez pas dû bien voter. Deuxième délib,
Parce qu'on est entre nous, donc deuxième délib, et donc la deuxième délibération et le Parlement vote bon. Donc on a des institutions qui autorisent un autoritarisme et une centralisation du pouvoir, et là où ça s'est dégradé, aggravé depuis François Mitterrand, c'est qu'au déséquilibre institutionnel s'est ajouté un déséquilibre politique. Et je cite François Mitterrand parce que ce déséquilibre politique qui tient au fait, selon moi, qu'avec François Mitterrand, la gauche s'est mise à mener des politiques de droite. Clairement de droite, c'est-à-dire, on pourrait rentrer dans les détails, mais ne serait-ce qu'en termes économiques, une politique de l'offre, c'est-à-dire favorable aux entreprises, plutôt qu'une politique de la demande, favorable aux consommateurs. On pourrait décortiquer, je pense que vous savez ça très bien. Alors indépendamment de ce qu'on pense sur le fond, parce que vous pouvez penser que c'est bien, c'est un problème pour la démocratie quand des gens qui se disent d'une couleur font une politique qui est le contraire. Et l'une des raisons pour lesquelles nous souffrons autant, c'est que depuis François Mitterrand, nous sommes plongés dans un coma politique profond, à cause de ça, dont on est en train de sortir bizarrement, dans la douleur, et quelque part, bon, vous vous doutez bien que je n'ai pas voté Emmanuel Macron, j'ai voté blanc en 2 tours, hein, pour être transparente, j'ai voté blanc en 2 tours, des 2 mains. Mais on a un peu l'impression que les Français, en élisant les députés En Marche, ont fait une espèce ils ont coupé les têtes sans verser le sang. C'est-à-dire c'est comme si les électeurs avaient voulu balayer avec ce qu'ils avaient sous la main. Parce que le problème, il y a un adage sur lequel on ne médite pas assez, il y a un principe, un théorème qu'on devrait enseigner dans les universités électorales. Dans toute élection, il y a un élu. Et donc même, vous voyez bien où je veux en venir, même si l'offre est complètement nulle, ce qui est quand même le cas depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire les gens qui se présentent à nos suffrages sont quand même d'une médiocrité, je veux dire, il y a 30 ans, on ne les aurait même pas regardés. D'ailleurs, ils passent le premier tour, je veux dire Emmanuel Macron, sauf le respect qu'on doit au président de la République, il fait 18% en suffrage par rapport aux inscrits. 18%. Je veux dire, du temps de De Gaulle, Mitterrand, nanana, les gars, ils passaient avec 30% au premier tour. Donc, voilà, donc coma politique profond, dont on est en train de sortir dans la douleur, mais quelque part, on peut être optimiste d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que les Français, je trouve que les Français ont du sang-froid. C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe en Allemagne, où on a quand même les amis d'Adolphe qui sont de retour. Quand je dis les amis d'Adolphe, c'est les vrais, avec le drapeau, nac-nac, et partout en Europe, hein, ils reviennent. Nous, nos fachos à côté, c'est de la rigolade. Hein. Eux, ils ont été obligés d'expliquer qu'ils n'étaient pas vraiment... Bon, je ne discute pas de savoir si c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que les Français se méfient de ces trucs-là, alors qu'apparemment, dans d'autres pays, c'est moins le cas. Hein. Et j'ai été très intéressée par le résultat du premier tour. Il y a des gens qui fondaient en larmes et tout ça. Moi, j'étais assez fière du résultat. Parce que, en fait, quand on regarde, il y avait 4 personnes dans un mouchoir de poche. Ce qui veut dire quoi? Les Français ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'offre, mais bon, ils font avec ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas du facho. Bon, il ne faudrait pas non plus de la facho. Mais bon, il ne faudrait peut-être pas continuer à les énerver, parce qu'à un moment donné... Hein, madame, on a raison, on va reparler en termes de voix, il faut regarder. Mais bon, il y a un frein, alors que dans d'autres pays, comme il n'y a que ça, eh ben, ils vont vers ça. Hein. Et si on peut interpréter, je vous propose cette interprétation, je la partage avec vous, le fait qu'il y ait 4 personnes à mouchoir de poche, comme dire, bon, on y croit encore à la démocratie, mais aucun de vous ne nous plaît, on ne reconnaît aucun de vous comme leader, débrouillez-vous, trouvez une solution. On ne veut pas en détacher un. Bon, alors le problème, le théorème que j'évoquais, il y a toujours un élu dans une élection, donc il a fallu en choisir un, ça s'est fait dans des conditions catastrophiques, avec le duel Macron-Le Pen, un nombre record de bulletins blancs et nuls, qui étaient comptés cette année, qui ne le seront plus la prochaine fois. Et non. Il faut regarder la révision constitutionnelle que nous prépare le président Emmanuel Macron. Il serait question de revenir sur le décompte des bulletins blancs. Ils font tout pour casser le thermomètre, n'est-ce pas? Donc, pour résumer, parce que je me
J'aurais tellement de trucs... J'ai encore du temps, parce que je pense qu'il faut qu'on discute. Donc on a un problème qui est clairement un problème institutionnel et clairement un problème politique dont on est en train... dont on peut estimer que les électeurs cherchent à sortir. Je ne sais pas si cette phrase est française, mais vous corrigerez la grammaire, parce que je ne me souviens plus quel était le début de ma phrase. Alors, il faut ajouter à ce descriptif un élément important qui va sans doute jouer. C'est le facteur international. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la situation française, qui est compliquée, qui est difficile, qui parfois est déprimante, un peu stressante, avoir le pays dans cet état, des fois, ça me remonte le moral de venir causer avec des gens comme vous, même si je ne sais pas, vous allez peut-être me lancer des tomates à la fin. Donc il y a la situation française qui est compliquée, mais il faut bien voir qu'il se peut très bien qu'on soit aiguillonné par l'extérieur. On a un président des États-Unis qu'il n'est plus à présenter, M. Donald Trump. Il se peut très bien qu'il nous déclenche une guerre nucléaire. Là, peut-être qu'il a déjà bombardé Pyongyang au moment où nous parlons. Alors, pour une fois, soulagement lâche, j'admets, vous couperez au montage. La prochaine guerre mondiale n'aura peut-être pas lieu en Europe. Je sais, c'est de l'humour noir. Elle aura peut-être lieu loin de nous. Mais bon, s'il y a des événements de ce niveau-là, niveau guerre, on est quand même... Il y a un niveau de tension internationale qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Hein. On retrouve des niveaux de tension, pour ceux d'entre vous qui étaient là à l'époque ou qui l'ont lu dans les bouquins, 62, crise des missiles. Hein. On est quand même à ce niveau-là de tension. Donc à un moment donné, la classe dirigeante va être obligée de réagir, même nulle comme elle est. Et j'interprète, j'essaie de glisser des éléments d'optimisme, l'attitude du président Emmanuel Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine, comme le fait qu'il a percuté, il a compris qu'on ne pouvait pas faire comme François Hollande, ignorer la Russie, humilier la Russie, parce que c'est quand même ce que François Hollande a fait pendant 5 ans, comme s'il était intelligent d'humilier un pays immense et puissant comme la Russie, surtout en ce moment. Donc M. Macron, qui déteste Vladimir Poutine, qui le lui a dit en tête-à-tête, est quand même suffisamment intelligent pour reconnaître que la Russie est un partenaire essentiel, en particulier face à Donald Trump. Hein ? Il paraît que Poutine a dit, à propos des États-Unis, c'est quand même très difficile de négocier avec un pays qui confond l'Australie avec l'Autriche. Voilà. Donc, effectivement, voilà. Donc, Emmanuel Macron, tout en étant le banquier technocrate qu'il est, il a perçu un élément que François Hollande refusait obstinément de voir. Donc le facteur extérieur peut quelque part faire bouger les lignes. Autre facteur extérieur, on est tous à courir derrière l'Allemagne, ça je le reproche beaucoup aux derniers présidents, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron. Ils sont tous à peine élus, ils vont à Berlin, enfin, c'est ridicule, c'est même indigne, je trouve. Franchement, c'est gênant. Mais ces gens n'envisagent pas le facteur, l'hypothèse que l'Allemagne en ait marre. C'est-à-dire, il se peut très bien, je dis ça très sérieusement, que l'Allemagne en ait assez de l'Union européenne à un moment donné. Hein. Il y a un mouvement, par exemple, en ce moment en Allemagne, qui monte contre l'euro. Alors nous, on nous présente les Allemands comme des fanatiques de l'euro, des clous. Il y a un mouvement qui est en train de monter contre l'euro. Et eux, ils ont maintenant une opposition, bon, qui est une opposition qui n'est pas celle qu'on préfère, hein, puisque c'est une opposition d'extrême droite. Mais il n'est pas certain que l'Allemagne accepte de jouer le jeu jusqu'au bout. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que la Cour constitutionnelle allemande, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel, lorsqu'elle a autorisé l'Allemagne à ratifier le traité de Lisbonne, en 2008 je crois, a dit, bon, on vous autorise, la Cour constitutionnelle autorise le gouvernement allemand à ratifier le traité de Lisbonne, mais la Cour constitutionnelle précise que le déficit démocratique de l'Union européenne n'est toujours pas résolu. Un truc dont le Conseil constitutionnel français ne s'est toujours pas rendu compte. Hein. La Cour constitutionnelle allemande dit qu'il y a un déficit démocratique de l'Union européenne qui doit être résolu, sinon les droits du peuple allemand ne seront pas respectés.
Dixit, la Cour constitutionnelle, et donc nous autorisons à ratifier à condition que les pouvoirs du Parlement allemand soient augmentés pour contrôler l'action européenne du gouvernement. Il y a des années-lumière. Hein. Nous, le Conseil constitutionnel, il est super ce traité, déficit démocratique, mais non, c'est des arguments de tribune, tout ça c'est pour les gens d'attaque. Voilà. Le Conseil constitutionnel, lui, n'a jamais rien à dire sur les derniers traités. Hop, il signe rien. Voilà. Donc on a, de l'autre côté du Rhin, des juristes éminents qui disent exactement le contraire et dont je partage l'avis. On pourra en discuter si vous voulez. Donc il se peut... Et donc, dans l'une des décisions, dans l'une de ces décisions, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a dit que cette situation, donc le déficit démocratique, autorisait l'Allemagne à se retirer des traités européens si jamais les problèmes n'étaient pas résolus. C'est énorme, hein? Énorme. Donc, n'excluons pas l'hypothèse que l'Allemagne... Et là, c'est Jean-Pierre Chevènement, vous voyez évidemment qui c'est, qui disait un jour « Je ne suis pas pour la sortie de l'euro, mais tout gouvernement doit s'y préparer. Tout gouvernement avisé doit s'y préparer. » Et cette formule est intéressante à dire, il faut avoir l'hypothèse que le truc saute. Cette hypothèse existe, hein, parce qu'il y a le facteur allemand, et puis il y a le facteur crise économique. Parce que là, on nous reprépare une crise financière. Il y a eu une crise financière gigantesque en 2008, et les solutions qu'ils ont trouvées, c'est à peu près les mêmes que celles qu'ils avaient trouvées avant, et qui ont conduit à la catastrophe. L'union bancaire qu'ils sont en train d'installer fièrement a à peu près les mêmes défauts qu'avant. Donc, à court ou moyen terme, on va avoir une nouvelle crise, et là, que le meilleur gagne. Hein. Que le meilleur gagne. Donc, il y a le facteur international qui a déjà joué dans l'histoire de France. Hein, c'est-à-dire, on a eu des cas dans l'histoire de France où le pays s'effondre, quasiment de l'intérieur, avec des classes dirigeantes, je pense à la fin de la Troisième République, par exemple, on a une classe dirigeante qui est paralysée, qui est incapable de prendre des décisions, qui va à la fin se saborder, et qui va, le dernier geste de Paul Reynaud, président du Conseil, c'est quand même de nommer le maréchal Pétain au gouvernement, contre l'avis du général de Gaulle, ça s'appelle sabordage en règle. Après, attention, hein, moi je ne suis pas d'accord quand on dit que Vichy c'est la France. Hein. La loi dite des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, pour moi c'est un coup d'État juridique et constitutionnel. Donc si vous voulez on en reparlera, parce que c'est encore un autre sujet. Mais comme il y a eu une polémique récemment, je ne voudrais pas que vous croyiez le régime de Vichy était parfaitement illégal et illégitime. Et pour moi la France était à Londres, et on peut en parler si vous voulez, parce que... voilà. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que l'une des raisons pour lesquelles on nous ressort des trucs comme ça, et c'est encore un autre sujet, pardon, mais c'est pareil avec la colonisation. On n'arrête pas de nous assommer avec les crimes de Vichy, qui sont réels, les crimes de la colonisation, qui sont réels. Mais du coup, on ne parle plus d'autre chose, et en particulier de la très grande histoire démocratique de la France. On est l'un des rares pays qui se soit en 1789 libéré par lui-même. Et dans un premier temps, quasiment sans verser une goutte de sang. 1789, j'ai bien dit dans un premier temps, madame. Hein. Non mais attendez, ce qui se passe en 1789, c'est absolument extraordinaire. Un peuple entier qui se soulève et qui débarque à Versailles, va chercher le roi, et tac, on abolit les privilèges. Déclaration des droits de l'homme, incroyable la déclaration des droits de l'homme. Relisez-la, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, tous les articles sont violés aujourd'hui. Donc moi j'ai grandi avec des camarades de gauche qui disaient il faut faire la révolution sociale, nanana. Certes, peut-être, hein, mais il faut refaire 1789 maintenant. Hein. Article 2 de la déclaration de 1789, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Cet article-là n'est pas respecté. En plus, maintenant, Macron nous parle de souveraineté européenne. Ça aussi, c'est le coup d'État, ça. Hein. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais ça m'a fait plaisir. Oui, on ne nous parle plus que des aspects négatifs de notre histoire pour qu'on courbe l'échine.
pour tuer en nous l'esprit de révolte, pour tuer en nous le sentiment de dignité, pour nous empêcher de sortir, on rase les murs. Donc il y a un combat aussi pour l'histoire, qui est un combat pour notre liberté. C'est vrai qu'il y a eu des crimes dans l'histoire de France, évidemment, personne n'a nié ça. Mais on a aussi une histoire exceptionnelle que peu de peuples ont, de liberté et de droits de l'homme. Et, rappelons-le au passage, la Révolution française a aboli l'esclavage. Au moment même où nos amis américains votaient le maintien de l'esclavage, au même moment, deux peuples, deux révolutions, deux choix différents. L'Assemblée nationale a aboli l'esclavage, les députés se tombaient dans les bras les uns des autres en pleurant. Il y avait des élus noirs, il y avait des cahiers de doléances, je crois même que c'est pas loin d'ici, qui ont demandé en 1789 l'abolition de l'esclavage. Donc on a fait des choix dont on peut être fier et dont il faut qu'on se rappelle parce qu'ils sont porteurs de notre liberté. Il y a tout dans notre histoire. Il faut juste qu'on reconnecte. Et puis, il va falloir qu'on remette les choses à plat, c'est-à-dire qu'on remette cette classe dirigeante à sa place. Bon, vous voyez bien où je veux en venir, hein. Je pense qu'il faut renverser la Ve République. Vous n'êtes pas surpris de cette conclusion. Alors, vous allez me dire, renverser, mais comment? Alors, je milite pour l'élection d'une assemblée constituante. Je pense que c'est la seule solution pacifique et démocratique pour remettre les choses d'aplomb. Sinon, je pense que l'alternative, ça va être la violence. Sous différentes formes. Ah, mais je pense qu'on est face, c'est ce que je viens aussi discuter avec vous, je pense qu'on est face à une alternative, soit les solutions autoritaires, macrono-bruxelloises, pour faire court, ou hollando-européennes, accompagnées de violence, parce qu'elles constituent une violence exercée sur la vie quotidienne des gens et sur l'état d'esprit des gens, parce que se faire traiter d'imbécile en longueur de journée, ça finit par... voilà. Et voir ces conditions de vie dégradées de jour en jour, c'est quand même aussi stressant. Donc d'un côté, des solutions autoritaires qui débouchent sur des formes de violence, ou de l'autre, une refondation démocratique. Et dans l'histoire de France, on a déjà eu l'élection des constituantes élues, qui nous ont permis de changer de régime. Bon, la première, c'était en 1789, précisément, hein, avec les États généraux, une élection au suffrage universel, ça aussi. Hein. Les femmes avaient le droit de vote, hein. Attention aux âneries. Louis XVI a dit auront le droit de vote tous les chefs de feu, c'est-à-dire chefs de foyer. Et il y avait des femmes. Hein, et dans les assemblées de village, non mais, attention à ce qu'on raconte. Hein. C'est la société bourgeoise du 19e siècle qui a planté les femmes. On était beaucoup plus libre au Moyen-Âge qu'au 19e siècle. La société bourgeoise, capitaliste, industrielle du 19e siècle a fait régresser la condition féminine de manière invraisemblable. Donc, élire une assemblée constituante, l'idée nous est venue à quelques-uns le soir du 29 mai 2005. Quand on a vu donc le résultat du référendum sur le traité constitutionnel européen, avec une très forte mobilisation des citoyens, sur un sujet qui était quand même compliqué. Ce traité, il fallait quand même se l'avaler. C'est même pour moi que ce docteur en droit a l'habitude de lire les traités, c'était compliqué. D'ailleurs, je pense qu'ils le font exprès, on pourra en reparler si vous voulez. Donc, les Français sont mobilisés, après une campagne qui fait honneur à la démocratie française, des mois de discussion. Et il y a eu un résultat. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas l'outil pour que ce résultat puisse se traduire politiquement. C'est-à-dire ce non ne pouvait pas se traduire politiquement, puisque dans le cadre du jeu électoral, il fallait se retrouver à droite ou à gauche, socialiste ou RPR. Or, le non, comme le oui, n'était ni de droite ni de gauche. Il traversait les courants. Le non, pour résumer, c'était le non du peuple français. C'était la manifestation de la souveraineté du peuple français. C'est un non magnifique. Magnifique. C'était un non qui manifestait la volonté du peuple français qu'on lui rende sa souveraineté. Il l'a fait calmement, dignement, et nos institutions ne permettaient pas d'entendre ça. Et donc on s'est dit à quelques-uns, on avait la chance, étant parisiens, d'aller fêter le résultat à Place de la Bastille, ce qui nous permettait de penser à nos ancêtres qui avaient fait eux aussi de grandes choses
sur cette place. Et on s'est dit, bah, il faut refaire comme on a fait 4 fois au moins dans l'histoire de France, élire une assemblée constituante au suffrage universel direct, ou au suffrage universel, il faudrait peut-être réfléchir au mode électoral, hein, de manière à remettre les dés dans le gobelet, que ce ne soit pas les partis qui aient la main là-dessus, ni non plus, vous voyez où je veux en venir, la bataille des égos. Hein, parce que l'une des raisons pour lesquelles je hais profondément l'élection présidentielle, c'est que c'est vraiment un concours de beauté, et que les gars, ils sont ça, ce qui leur permet de changer d'avis d'un mois à l'autre, par ailleurs, je ne citerai personne, mais là, l'élection d'une assemblée constituante, étant donné que ça se fait sur des sujets de fond, limite le problème des égos. C'est-à-dire, on va interroger en général des gens qu'on ne connaît pas, ou peu, sur, vous voulez quoi comme régime, quel mode de scrutin, quelle place pour le Parlement, quel rapport avec l'Union européenne, parce qu'il y aura forcément ça dedans, hein, parce qu'il y a une partie de notre souveraineté qui est exercée maintenant par l'Union européenne. Donc on aurait là un espace public qui nous permettrait de rediscuter ensemble, entre nous, en tant que communauté politique, de ce qu'on veut faire. Et bon, on verra, peut-être qu'on aura des résultats, inattendus. Hein. Moi, je pense que les Français... J'ai confiance dans le peuple français. Sérieusement, hein, je ne dis pas ça, j'ai vraiment confiance dans le peuple français. Et les derniers événements, bizarrement, me confirment dans cette idée, qui cherche sa voie dans une situation très compliquée. Donc je pense qu'il adoptera des solutions progressistes, mais je suis prête à admettre, parce que je suis démocrate, le risque qu'ils prennent des solutions qui ne me plairont pas. Hein. Mais bon, je suis démocrate, et donc je pense que quand on propose aux Français un vrai espace de débat et qu'on débat sérieusement, ils prennent les bonnes décisions. Hein. Et qu'il n'y a pas 36 façons d'avoir ce type de débat. Sinon, vu la profondeur de la crise que nous vivons aujourd'hui, en redonnant la parole au suffrage universel. Alors on pourra discuter si ça vous intéresse, je ne sais pas si la question vous intéresse. Nous, on a créé une association qui s'appelle l'Association pour une Constituante. On propose que ça se passe dans les communes, c'est-à-dire au plus près des citoyens, complètement décentralisé, pas d'appareil, pas de chef, pas de grand Manitou. Les communes, la démocratie dans les communes existe depuis le Moyen-Âge. C'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de nous les détruire, les communes, avec la réforme territoriale. Il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe maintenant, il y a une espèce de truc méthodique. Donc on propose que ça se passe dans les communes, on a créé un mouvement commune citoyenne, et on propose que ne puissent pas être élus à l'Assemblée constituante des gens qui ont été élus dans les 2 dernières législatures, pour essayer de renouveler un peu. Mais ça, c'est des propositions qu'on fait. L'un des objets de notre association, bon, le premier objet, c'est d'obtenir l'élection de l'Assemblée constituante dans les plus brefs délais. Et l'autre, c'est que les citoyens définissent les modalités pour qu'on ne retrouve pas les mêmes têtes et qu'on ne retombe pas dans les mêmes pièges. Et donc ça, au niveau le plus décentralisé possible. Voilà, je m'arrête là sur cette proposition. Merci de votre attention.